incroyable mais vrai, au bout de plus d'un an, nous nous retrouvons. Et c'est évidemment avec beaucoup d'émotion et beaucoup de bonheur que je retrouve ces amis, ces gens extrêmement fidèles qui nous ont permis finalement tout au long de cette année très difficile, plus qu'un an, c'est 1 an et 2 mois maintenant si on fait les comptes exacts, qui ont fait qu'on n'a pas pu se voir et se revoir pour tous ces rendez-vous extrêmement chaleureux et amicaux que nous avons depuis 18 ans au campus francophone de Natania. Alors, c'est vrai qu'on a quand même réussi à faire une certaine acrobatie et que dès la fin du cycle précédent sur l'engagement, qu'on avait commencé, comme vous vous en souvenez tous, avec le baron David de Rothschild, on a eu François-Olivier Gisbert, Alexandre Adler, son Excellence l'ambassadeur Danon, qui nous ont tous fait l'amitié d'être extrêmement fidèles et d'être présents, et ont terminé ce magnifique cycle sur l'engagement avec infiniment de succès. Et puis, c'est vous, en fait, qui nous ont permis, tout au long de cette année difficile, de tenir nos promesses. Parce que vous savez que la promesse principale, essentielle de ce campus francophone, c'est évidemment d'accompagner les étudiants francophones et français qui ont choisi comme parcours universitaire de faire leurs études académiques en Israël. Vous ne m'entendez pas? Ah bon? Le micro? Plus, là, vous ne m'entendez pas? Vous êtes sûr? Ce n'est pas si important que ça. Bon, enfin, si vous entendez un peu moins, vous pouvez vous rapprocher. Je crois que j'ai une voix qui porte assez. Vous devriez pouvoir m'écouter tranquillement. Donc, je reprends et je disais qu'en fait, si vous voulez, la promesse essentielle de ce campus francophone, vous le savez, c'est l'accompagnement des étudiants sur le plan pédagogique, sur le plan des bourses qu'on peut leur octroyer, sur le plan des tuteurs, puisque nous choisissons parmi les meilleurs étudiants israéliens des jeunes qui, eux aussi, ont des besoins de soutien financier et qui deviennent les tuteurs de nos étudiants. Et depuis 18 ans, c'est tout simplement un succès humain et académique extraordinaire. Alors ça, c'est pour vous remercier, vous, d'avoir eu la gentillesse d'être aussi fidèles et aussi loyaux, malgré ce format un petit peu compliqué qu'on a découvert tous ensemble, qui a été le Zoom, la visioconférence. Et puis, on n'a pas voulu s'arrêter là cette dernière année. On a dit, voilà, on continue, comme d'habitude. Et nous avons créé cette année ce cycle tout à fait extraordinaire qui est Justice difficile, justice impossible. Et nous avons eu les plus grandes voix de Badinter à d'autres grands ténors du barreau et du système judiciaire, entre autres Claude Klein, pour nous expliquer, pour décrypter avec nous l'immense complexité à la fois individuelle et collective de toutes ces grandes questions de justice. Et nous avons eu pratiquement à chaque fois plus de 500 internautes en moyenne qui nous ont suivis. Et ça, c'est très important parce que ça nous a permis véritablement de comprendre et de percevoir à quel point le lien que nous avions avec vous était important et était solide. Et ça, c'est bien parce que ça nous permet de penser à l'avenir dans de très, très bonnes conditions. Et puis, on a eu aussi cette magnifique, très grande journée de la francophonie qu'on a fait avec l'Institut français de l'ambassade de France autour de la langue française, avec de grands artistes, avec Steve Kalfa, avec Colette Leiman. Ça aussi, ça a eu un retentissement remarquable. On a eu la joie aussi d'avoir Raphaël Antoven à nos côtés. Et donc, finalement, on a gardé, si vous voulez, cette vitalité et cette qualité de rendez-vous qui a fait que, finalement, notre réputation, si vous voulez, reste quand même de qualité dans ce lieu d'études et d'excellence qu'est notre collège. Donc ça, c'est pour le bonheur d'être ensemble, de vous revoir, après le corona, bien sûr, mais pas seulement, parce qu'en Israël, on ne fait pas les choses à moitié. Donc, on a eu encore une dizaine de jours sous les bombes. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est plutôt difficile à gérer. Et c'est probablement la raison pour laquelle, même lorsqu'on parle de légitime défense, même lorsqu'on parle de menaces existentielles, on a du mal à l'expliquer à l'extérieur. Et pourtant, il faut bien essayer de le faire pour que, de toute façon, nous soyons, si vous voulez, dans un contexte qui nous permet véritablement d'échanger avec les gens qui ont un petit peu plus de mal à comprendre ce qui se passe véritablement ici. Maintenant, tout ça, ça ne s'est pas fait tout seul. Alors d'abord, au niveau des étudiants, pour tenir cette fameuse promesse, je voudrais remercier mes collaboratrices, Sonia Lévy et Lisiana, auquel s'est joint cette année Anna Serreo, pour le magnifique travail qu'elles ont fait, puisque maintenant, on a toute une bande d'étudiants qui se sont inscrits déjà pour l'année suivante. Ensuite, je voudrais remercier Carole Azoulay qui nous a dirigé la communication avec tellement de passion que Zoom, Corona, épreuve militaire, on était sur tous les réseaux, on était de tous les côtés et ça s'est magnifiquement passé.
Je voudrais remercier notre enseignant, Michael Zouari, qui s'est réinventé comme metteur en scène digital tout au long de cette année et qui a fait un travail absolument magnifique. Et puis aussi tous nos partenaires, l'Alliance israélite universelle, avec à sa tête Dvorah Sereo, Mark Eisenberg, le président tous azimuts de cette alliance qui a créé en Israël Kalita, mais pas seulement, aussi un fonds pour venir en aide aux familles nécessiteuses pendant le corona en France, avec ses amis, les Rothschild et d'autres, mais enfin, il est partout. Ensuite, l'Institut français, bien sûr, avec Jean-Jacques Pirat, et puis le directeur de la francophonie de l'ambassade de France, Serge Borg, qui a été à nos côtés complètement. L'ambassadeur Éric Danon, qui a été celui qui véritablement, envers et contre tout, a été extrêmement présent, nous a soutenu la communauté française et francophone d'Israël pendant toute cette période d'une manière extrêmement impressionnante. Et puis, tous nos amis, Sam Pinto, la Fondation Bottier, la Fondation Azria, Elnet, tous nos partenaires, l'espace d'Ashdod et le Bnei de Natania, tous ont répondu présents, Claude Liel également, pour faire en sorte que nous ne soyons pas obligés, si vous voulez, de réduire la voilure au niveau du nombre des étudiants que nous avons pu aider cette année. Donc ça, c'était fondamental. On a tenu nos promesses et c'est encore une fois grâce à vous. Et je vous remercie mille fois. Je souhaite la bienvenue à tous, ceux qui sont là, ceux qui sont un peu plus loin en visioconférence. Et puis maintenant, je voudrais parler de ce rendez-vous très particulier de ce soir. Parce que ce soir, je crois que c'est la première fois dans tous les rendez-vous que nous avons tenus jusque-là que véritablement on va parler d'un fait historique qui restera, qui marquera la vie juridique française, comme l'a fait l'affaire Dreyfus, comme en Israël le procès Eichmann, comme d'autres procès comme les Rosenberg, parce que je crois que cet abominable assassinat d'une femme magnifique comme le docteur Sarah Halimi, dans sa barbarie, véritablement nous a tous frappés au cœur. Et qu'on est dans une incompréhension totale vis-à-vis de ce fait, vis-à-vis de ces conditions dans lesquelles cette mise à mort a été effectuée, le rôle de la police, le rôle de ce combat interminable pour prouver que c'était un meurtre antisémite, avec tout le regain de l'antisémitisme dans le monde, c'est quand même pas compliqué de comprendre quand on dit Allahu Akbar et qu'on jette une femme juive par la fenêtre au nom de son judaïsme, qu'il s'agit d'un crime antisémite. Pour toutes ces raisons, je voudrais véritablement remercier très fort nos deux interlocuteurs de ce soir, qui sont Maître Muriel Waknin Melki et Maître Udi Bloch, qui sont deux des défenseurs de la famille Halimi, qui ont bien voulu accepter de parler, de nous raconter tous les faits dans leurs détails, et puis toutes les implications et toutes les explications techniques, judiciaires, légales, qui font que ce procès et cette punition, pour le moment, n'ont pas lieu en France. Et c'est quand même extrêmement difficile à accepter, en tout cas à comprendre. Donc, on a vraiment besoin d'eux pour ce soir. Je voudrais saluer nos deux référents académiques, le professeur Denis Charbit, référent académique d'Israël, le professeur Gérard Rabinovitch, référent académique de France, qui tous les deux, tout au long de cette année, ont véritablement travaillé avec nous sur les mêmes bancs d'école pour que les participants, pour que les thèmes, pour que la manière de les mettre en scène, pour faire en sorte que cela passe dans la même éloquence, dans la même rhétorique, dans le même niveau d'échange que ceux que nous avions en présentiel. Alors, avant de leur donner la parole, je voudrais quand même qu'on fasse quelque chose. En général, quand on veut honorer la mémoire de quelqu'un, on fait une minute de silence. Mais là, je vais vous demander de faire autre chose, d'être actif, d'applaudir frénétiquement à la mémoire de Sarah Halimi, à mon signe, pour qu'on fasse bien passer ce message, qu'on soutient la famille, qu'on soutient les défenseurs de Sarah Halimi et qu'on est là pour eux. Alors, allez-y. La vidéo. Merci, je crois qu'on en avait besoin parce qu'on a tellement mal, on a tellement de chagrin quand il s'agit de cet événement qu'on a vraiment besoin de s'exprimer. Et je voudrais d'ailleurs rendre
un hommage à William Attal, le frère de Sarah Halimi, qui a eu l'extrême gentillesse de nous contacter, de dire qu'il serait là, en Zoom, puisqu'il est à Jérusalem. Il avait pensé éventuellement intervenir, et puis finalement, il a décidé de laisser l'entièreté de ce narratif, de cet événement majeur qu'on doit absolument comprendre, explorer ensemble, à ces deux avocats. Donc maintenant, je vais passer la parole à Maître Muriel Waknin Melki ou Aoudi Bloch. C'est à vous de prendre la parole. Allez-y Muriel. Bonsoir et merci encore 1000 fois. Je voulais simplement rappeler que vous êtes tous les deux extrêmement impliqués dans cette organisation qui s'appelle l'Organisation juive européenne et que ce n'est pas votre seul engagement. Vous êtes tous les deux extrêmement engagés et impliqués dans les causes humanitaires et c'est pour nous une marque de noblesse. À vous. Alors, tout d'abord, merci infiniment, Claude, cher Claude, de nous recevoir aujourd'hui et de nous ouvrir les portes de votre collège. Je suis comme à chaque fois profondément émue et profondément touchée lorsqu'on nous invite à prendre la parole pour raconter ce qu'est l'affaire Sarah Halimi. Alors, avant toute chose, je voudrais juste préciser que dans cette affaire, nous intervenons, mon confrère Aoudi Bloch et moi-même, en tant qu'avocats de l'Organisation juive européenne que nous avons l'honneur de présider, de co-présider ensemble, aux côtés de nos confrères Julie Buclamant, qui est l'avocate qui a porté la parole de la famille Halimi Attal devant la Cour de cassation, aux côtés de Nicolas Benoëch et de Stéphanie Cohen, qui sont deux autres avocats qui sont en charge également des intérêts de la famille de Sarah Halimi et qui sont membres aussi du département juridique de l'Organisation juive européenne. Notre organisation lutte depuis maintenant presque 7 ans contre l'antisémitisme, l'antisionisme et pour la défense des intérêts d'Israël. Voilà, donc vous l'avez gentiment rappelé, je tenais à le préciser, c'est important parce que la rencontre en fait avec William Attal, le frère de Sarah Halimi, s'est fait dans ce contexte. Et qu'au-delà de la relation que l'on peut avoir en qualité d'avocat vis-à-vis d'un client, chacun aura bien compris que dans l'affaire Sarah Halimi, il n'est plus question d'avocat, de client, mais il est question de combattre pour que la justice soit rendue et finalement de militer malgré le fait que nous portions une robe d'avocat. Et les deux ne sont pas incompatibles. Et dans cette affaire et dans la malheureuse affaire de Sarah Halimi, il y a du cœur, il y a de la justice et il y a du combat. Et je crois que ces trois notions-là se retrouvent au sein même de la notion de militantisme. Donc oui, dans l'affaire Sarah Halimi, nous sommes aussi des avocats militants. Voilà, ceci étant dit, je souhaitais adresser un message de soutien à l'ensemble de vos auditeurs parce qu'on ne peut pas prendre la parole aujourd'hui sans avoir des pensées particulièrement appuyées pour tous ceux qui ont vécu l'enfer des 10 jours qui viennent de s'écouler sous les bombes, vous l'avez rappelé, cher Claude. Et pour nous, en France, sachez qu'il ne s'est pas passé une heure, il ne s'est pas passé une journée sans que toutes nos pensées soient tournées vers vous. Voilà. Alors, comment finalement on en arrive aujourd'hui dans cette situation qui est que la Cour de cassation a rendu une décision que beaucoup de personnes pensaient une décision irrévocable. Nous reviendrons sans doute en fin de notre intervention avec mon confrère Aoudi Bloch sur les possibilités de recours sur lesquelles nous travaillons activement depuis la décision qui est tombée le 14 avril dernier. Alors, cette décision, elle est en fait le résultat d'une série de catastrophes judiciaires. Et quand je pèse mes mots lorsque je dis catastrophe, je parle de naufrage parfois, je parle de fiasco. Mais enfin, tout ça pour expliquer que depuis le début, depuis le moment où Kobili Traoré, l'assassin de Sarah Halimi, est arrivé dans son appartement dans cette nuit du 4 avril 2017, depuis ce moment-là, il y a eu une série d'embûches, d'événements qui ont fait que la justice, à un moment donné, 4 ans plus tard, a rendu l'arrêt de la Cour de cassation qui a consacré le principe d'irresponsabilité pénale de l'assassin de Sarah Halimi. Dans un premier temps, il y a eu le rôle de la police.
le rôle de la police, puisque au moment où Kobili Traoré arrive chez la famille Diarra, qui est la famille voisine de Sarah Halimi, à ce moment précis, quelques instants après, très rapidement après son intrusion dans cet appartement, l'une des personnes de cette famille, la fille de la famille Diarra, va appeler la police. Et donc très rapidement, la police, qui a une patrouille qui à ce moment-là est sur place, va arriver en 2 minutes de temps. Et puis ensuite, cette patrouille sera rejointe par 2 autres effectifs. Donc c'est finalement 3 effectifs de policiers qui sont présents sur les lieux au moment où Sarah Halimi est encore en vie. À ce moment-là, se pose tout de suite la question de comprendre et de savoir quel est le rôle de la police et pourquoi cette police n'intervient pas. Alors, nous nous sommes déjà très longuement expliqués sur les plateaux, dans la presse, sur les questions qu'on se pose, et ce sont des questions légitimes. Comment se fait-il que les forces de police qui sont présentes en nombre sur place ne sont pas intervenues? Parce que la réalité objective, c'est qu'elles ne sont pas intervenues. Il y a une première réalité qui est leur présence sur place en nombre, alors que Sarah est encore en vie, et une deuxième réalité qui est que cette police n'intervient pas et qu'elle va intervenir finalement qu'1 heure après le décès de Sarah Halimi pour interpeller Kobili Traoré. Alors, nous n'avons pas à ce jour de réponse sur cet élément. Et ça, c'est le premier point très important, et je dirais presque le point majeur du dossier, c'est que nous n'avons pas à ce jour d'explication sur la non-intervention des forces de police. Alors, je vais le développer ensuite et Oudi Bloch reprendra aussi sans doute dans son intervention. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons sollicité très rapidement une reconstitution, pour comprendre tout simplement les raisons pour lesquelles la police n'était pas intervenue. Le seul élément que nous avons à notre dossier, c'est qu'à un moment donné, l'un des enquêteurs, l'un des officiers présents sur place va déclarer, et c'est l'un des procès-verbaux du dossier, qu'ils sont dans l'attente d'un ordre de la hiérarchie. Et puis nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons pas le début d'une explication sur l'ordre qui aurait été donné, qui n'aurait pas été donné, par qui, de quelle hiérarchie parle-t-on? S'agit-il d'un préfet? S'agit-il d'un sous-préfet? S'agit-il d'un autre effectif de police qui aurait été contacté et qui aurait dû transmettre des ordres et qui n'aurait pas été transmis? Nous n'avons jamais eu de réponse à toutes ces questions. Voici pour moi l'un des éléments majeurs de ce dossier qui fait que 4 années plus tard, nous sommes dans cette décision d'irresponsabilité pénale confirmée par la Cour de cassation. Le deuxième élément qui est compliqué et qui est compliqué depuis le début, c'est l'état dans lequel Kobili Traoré est interpellé. Lorsque les forces de police arrivent sur place et qu'ils arrivent finalement à interpeller Kobili Traoré, il est mentionné qu'il est interpellé dans le calme. Lorsqu'il est ramené auprès du commissariat pour être placé en garde à vue, encore une fois, il est dans le calme. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'il commence véritablement à montrer des signes d'excitation et à tenir des propos qui seraient incohérents. Mais pendant 4-5 heures de temps, Kobili Traoré est calme. Or, c'est à ce moment précis qu'il va être dirigé vers les services psychiatriques. Et c'est à ce moment précis que le dossier sort des rails normaux d'un dossier criminel classique et que Kobili Traoré va être placé en hôpital psychiatrique et qu'il ne verra finalement la justice. Le prochain rendez-vous n'aura lieu que quelques mois plus tard, après avoir rencontré un médecin expert psychiatre, et qu'il sera finalement entendu pour être mis en examen bien des mois après. Alors, l'autre élément très compliqué de ce dossier, vous l'avez rappelé, cher Claude, c'est le caractère antisémite. Le caractère antisémite qui a mis de nombreux mois à être retenu et à être demandé par le parquet dans cette affaire. Et une fois que le parquet avait pris ce qu'on appelle un réquisitoire supplétif, c'est-à-dire un texte qui permet au magistrat de se positionner, au magistrat qui instruit de se positionner pour enquêter ou non sur la circonstance aggravante d'antisémitisme, la magistrate a mis encore quelques mois supplémentaires. Et donc finalement, dans un dossier où, depuis le début,
On savait que Sarah Halimi avait été ciblée, visée, tuée parce que juive. Depuis le début, nous avions, vous l'avez rappelé très justement, les propos qui avaient été tenus pendant sa mise à mort, les sourates qui ont été récitées, les Allahu Akbar, les J'ai tué le Shaitan, tous ces éléments-là qui avaient été rappelés dès le début, qui étaient mentionnés par les voisins dès le début, donc le lendemain même de l'assassinat de Sarah Halimi, on a ces éléments au dossier. Et pourtant, il y a tout ce laps de temps qui s'écoule. Et pendant tout ce temps-là, les avocats du dossier ne peuvent demander aucun acte d'investigation en lien avec l'antisémitisme, puisque cette circonstance-là n'étant pas retenue, la magistrate ne peut pas instruire dans ce sens et nous ne pouvons rien demander dans ce sens. C'est aussi l'un des éléments qui a permis, malheureusement, cette décision de la Cour de cassation. Alors, nous avons dans un premier temps, évidemment, rencontré la magistrate, la juge d'instruction, pour demander la reconstitution. Parce que cette reconstitution nous permettait, d'un côté, de comprendre le rôle de la police, mais aussi nous permettait d'établir le rôle de Kobili Traoré et l'éventuelle préméditation. Alors, pourquoi l'éventuelle préméditation? Parce qu'on se rend compte très rapidement dans le dossier que Kobili Traoré n'a pas pu arriver chez Sarah Halimi par hasard. Il sait et il connaît Sarah Halimi depuis plus de 20 ans, donc il sait pertinemment que c'est sa voisine et qu'il habite l'appartement qui est situé juste en dessous. Il sait que pour accéder chez Sarah Halimi, une seule possibilité, c'est de passer par le balcon de ses amis, la famille Diarra. Et, évidemment, depuis le balcon des Diarra, il se rend sur le balcon de Sarah Halimi. Or, chose assez extraordinaire, dans le dossier, nous n'avons pas de photographie de ces balcons. Donc, nous ne pouvons pas regarder comment finalement il a pu passer d'un balcon à l'autre. Donc, la première des choses qui vient tout naturellement, c'est de demander la reconstitution pour observer et pour voir comment il était possible de passer d'un balcon à l'autre. Et enfin, s'il était possible, depuis le balcon des Diarra, de se rendre compte que la porte-fenêtre de chez Sarah Halimi était ouverte, parce que c'est ce qui a permis à Kobili Traoré de rentrer cette nuit-là chez Sarah. Ces éléments-là, nous les avons mis évidemment sous le nez de la juge d'instruction, mais nous avons également plaidé devant la chambre de l'instruction lorsque nous avons demandé que cette reconstitution soit ordonnée malgré le refus de la juge d'instruction. Et ces éléments-là ont été largement plaidés par Oudi, par moi-même et par les autres avocats dont je vous parlais tout à l'heure, Maître Cohen et Maître Benouèche. Lorsque nous expliquons à la chambre de l'instruction, qui est la chambre qui siège en appel de toutes les décisions de refus qui sont données par la juge d'instruction, nous venons expliquer à quel point il est important de comprendre comment Kobili Traoré a pu faire ce chemin, à quel point cela va nous éclairer sur la préméditation, parce que nous en sommes, nous, convaincus, il y a eu une préméditation. Et, chose très logique, qui viendra par la suite, au moment où se posera la question de l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, s'il y a eu préméditation, à ce moment-là, il est vain de plaider une bouffée aiguë délirante qui serait arrivée uniquement au moment de la commission des faits. Il y aurait eu une préméditation, cela signerait une volonté criminelle en amont, et donc il ne serait plus question d'irresponsabilité pénale en lien avec la fameuse bouffée aiguë délirante que Oudi va évoquer ensuite. Alors oui, cette reconstitution était très importante. Elle permettait de comprendre les éléments chronologiques. Elle permettait d'avoir la manifestation de la vérité dans toute sa splendeur, mais surtout, et ce que vos auditeurs doivent savoir aussi, c'est qu'une reconstitution en matière criminelle, elle est quasiment de droit. C'est un élément fondamental de toutes les affaires d'instruction criminelle. C'est-à-dire que dans toutes les affaires criminelles, vous avez évidemment une reconstitution. Et vous avez une reconstitution même lorsque le principal accusé a reconnu les faits, ce qui était le cas dans le dossier de Sarah Halimi, et c'est l'un des éléments qui nous a été retourné par la juge d'instruction puis par la chambre de l'instruction, il a reconnu les faits. Quel est l'intérêt d'une reconstitution ? Indépendamment de ce que je viens de vous exposer sur la préméditation, sur les éléments techniques, sur la compréhension de la chronologie, sur le rôle de la police, si cette affaire avait été renvoyée devant une cour d'assises et que nous n'avions pas eu de reconstitution, et qu'à la cour d'assises, Kobili Traoré revienne sur ses aveux, ce qui nous arrive dans quantité d'affaires criminelles. Vous avez un accusé qui reconnaît pendant l'instruction et au moment de la cour d'assises qui revient en arrière. Eh bien, nous aurions été bloqués. Donc c'est pour cela qu'en matière criminelle, de manière systématique, la reconstitution est acceptée. Et enfin,
Ce que vous devez aussi entendre et ce que nous avons répété parce que c'est quelque chose de très important, lorsque nous sommes à la chambre de l'instruction, l'avocat général, donc le parquet, l'avocat de Kobili Traoré lui-même l'indique, il souhaite offrir une reconstitution à la famille de Sarah Halimi pour s'amender et pour leur offrir au moins cela. Donc nous avons dans cette audience tous les acteurs principaux du dossier qui sont favorables à une reconstitution et qui le disent en présence des 3 magistrats qui siègent dans cette chambre de l'instruction, et contre toute attente, nous allons obtenir une décision de refus. Donc la chambre de l'instruction va confirmer le refus de la juge d'instruction de procéder à une reconstitution. Et pour ce faire, elle va adopter la motivation de la juge d'instruction, à savoir que Kobili Traoré a reconnu les faits et que donc il n'y a pas de nécessité de reconstitution, et elle va se cacher derrière un état de santé de Kobili Traoré en indiquant qu'il y a peut-être le risque de décompensation au moment de la reconstitution, c'est-à-dire en clair que Kobili Traoré peut de nouveau être pris d'un trouble psychiatrique ou d'un trouble psychique et qu'il pourrait éventuellement se jeter par le balcon ou autre. Sauf que sur cette question, il avait été suggéré, il avait été écrit par l'expert Zaguri qui avait d'ores et déjà expertisé Kobili Traoré à ce moment-là, qu'il suffisait de mettre des infirmiers et d'encadrer avec 3 infirmiers et qu'il ne voyait absolument aucun inconvénient, en tout cas il ne s'y opposait pas, à ce que cette reconstitution puisse se faire en l'état. Donc voilà un petit peu dans quelle situation nous sommes lorsque, en mai 2018, nous sommes devant la Chambre de l'instruction sur la problématique de la reconstitution. Au cours de cette audience, nous avons également plaidé les actes de torture et de barbarie parce que la mise à mort de Sarah Halimi a duré 20 minutes, 20 longues minutes, que cette mise à mort, ce n'est pas uniquement les photographies du corps de Sarah Halimi qui est méconnaissable au sol lorsqu'elle chute, à tel point méconnaissable que les officiers de police qui sont sur place vont penser qu'il s'agit d'une personne d'origine asiatique, tellement le visage est défiguré, mais ce sont surtout les constatations faites par les médecins légistes lors de l'autopsie qui a suivi quelques jours plus tard. Et ce rapport médico-légal vient nous expliquer que Sarah Halimi, avant de mourir, a eu tous les os du visage brisés, à main nue et avec un téléphone dont s'est emparé Kobili Traoré, avec lequel il a frappé le visage de Sarah Halimi. Vient nous expliquer qu'elle a reçu des coups sur l'ensemble du corps et que lorsque Sarah a été défenestrée, elle était encore vivante. Alors nous, qui sommes avocats et qui connaissons le droit, nous savons que nous sommes dans la définition exacte de l'acte de torture et de barbarie, qui consiste à ôter toute dignité à une personne au moment où Kobili Traoré projette le corps de Sarah par-dessus la balustrade, il la tire par les cheveux, et cela est vu par les témoins. Il la tire par les cheveux, il met son corps en bascule sur la rambarde et il la pousse dans le vide. Après l'avoir martyrisée, Sarah s'est vue mourir. Est-ce qu'elle a eu conscience ou non de la chute qu'elle allait faire? Je n'en sais rien, aucun médecin ne pourra le dire, mais lorsqu'elle arrive au sol en bas, Sarah est encore en vie. Voilà, donc évidemment que nous considérions à juste titre qu'il y avait des actes de torture et de barbarie dans l'affaire Sarah Halimi. Évidemment que c'était une circonstance aggravante que nous avons plaidée avec de l'émotion, mais avec beaucoup de force et avec beaucoup de conviction aussi. Et cela aussi, ça nous a été refusé. Voilà où nous en sommes en mai 2018, lorsque nous quittons la chambre de l'instruction. Alors, que dire finalement dans ce dossier où nous avons, nous, le sentiment qu'une première juge d'instruction n'a pas voulu connaître la vérité dans le dossier de Sarah, n'a pas voulu savoir exactement ce qui se passait. Et que dire de ces 3 magistrats à la chambre de l'instruction qui ont confirmé, dans un premier temps, lors de cette première audience en mai 2018. Les mois qui ont suivi l'audience à la chambre de l'instruction de mai 2018 ont été pénibles, parce qu'il a fallu renouer avec la magistrate et qu'il a fallu de nouveau la rencontrer pour continuer à faire progresser le dossier. Et puis c'est Oudi qui va vous expliquer maintenant les difficultés que nous avons rencontrées dans les expertises
et qui va vous expliquer dans quelles circonstances assez étonnantes ces expertises ont été rendues, sollicitées, confirmées, infirmées et débattues. Je te laisse la parole, Audi. Merci Muriel et bonjour à tous. Bonjour à tous et merci de nous recevoir et merci Claude particulièrement de nous avoir invités. Avant de vous expliquer ce qui s'est passé dans le cadre des expertises psychiatriques et pour terminer le propos de Muriel sur cette phase d'instruction, au-delà de notre incompréhension suite au refus des actes que nous avons demandé, nous avions aussi évoqué auprès de la juge d'instruction les différents avocats qui sont intervenus dans ce dossier, pas uniquement nous avions évoqué plusieurs problématiques qui n'ont pas été investiguées par la juge d'instruction. Il y a eu notamment, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, je vais simplement vous donner quelques exemples pour illustrer un peu la façon dont l'instruction s'est déroulée. Il n'y a pas eu d'expertise de la téléphonie de Kobili Traoré. Et nous savons qu'il avait un téléphone et qu'il avait été en contact notamment avec sa mère au moment des faits. Il n'y a pas eu d'expertise de son téléphone, il n'y a pas eu de questions posées à sa mère sur la discussion qu'elle aurait pu avoir et qu'elle a eue avec lui, puisque nous savons qu'elle a été en contact téléphonique avec lui, puisque cela ressort de la procédure. Et c'est très important, puisque ça aurait permis de savoir dans quel état psychique il se trouvait pour savoir s'il était dans un état normal ou dans le cadre d'une bouffée délirante aiguë, ce qui a été la conclusion psychiatrique de l'ensemble des experts. Il y a eu un début de négociation avec Kobili Traoré, nous n'en avons aucune trace au dossier, nous ne savons pas comment ça s'est passé et ça aussi c'est parfaitement anormal. Et Kobili Traoré s'est rendu à fréquenter la mosquée Omar, qui est une mosquée juste à côté de chez lui, en bas de la rue, connue pour ses accointances salafistes, ce qui n'a ému personne, non seulement chez les juges d'instruction, mais pas plus à la chambre de l'instruction. Et tous ces éléments, nous les avons plaidés, et cela n'a pas fait changer d'avis les juges d'instruction et la chambre de l'instruction. Et pourtant, notamment ce dernier point sur la mosquée Omar, c'est un des éléments qui aurait dû intéresser les juges pour ce qui concernait la circonstance aggravante d'antisémitisme, puisque, comme Muriel vous l'a dit, non seulement la procédure s'est ouverte sans la circonstance aggravante d'antisémitisme, il a fallu se battre pour que le parquet de Paris prenne un réquisitoire supplétif, ce qu'il a fait, et il a fallu encore attendre 4 mois, donc ça faisait 10 mois, 11 mois, pour que la juge d'instruction retienne la circonstance aggravante d'antisémitisme, sauf que lorsque la juge d'instruction, à la fin de son instruction, a saisi la chambre de l'instruction, parce qu'elle estimait que M. Traoré souffrait peut-être d'un trouble ayant aboli son discernement, elle a retiré la circonstance aggravante d'antisémitisme. Donc décidément, elle n'en voulait pas de cette circonstance aggravante d'antisémitisme, en dépit de tous les éléments qui ont été rappelés par Muriel, le fait qu'il crie Allahu Akbar, le fait qu'il crie J'ai tué le shaitan, les sourates du Coran, tous ces éléments qui sont des marqueurs de l'antisémitisme islamiste, antisémite lorsque la victime est juive, ce qui était le cas, eh bien, ces éléments ont été ignorés par les juges aux différents niveaux. Disons que la chambre de l'instruction a retenu cette circonstance aggravante d'antisémitisme, mais a aussi jugé que Kobili Traoré était irresponsable pénal. Alors, pour en revenir sur cette irresponsabilité pénale et d'où elle est venue, il y a eu 3 expertises psychiatriques qui ont été réalisées sur Kobili Traoré. La première a été effectuée par le docteur Zaguri et celui-ci a conclu à une altération du discernement. Et c'est important puisque l'altération du discernement, c'est-à-dire que le discernement au moment des faits est modifié, mais il y a encore prise avec la réalité et cela implique la possibilité d'une mise en accusation devant une cour d'assises et donc la tenue d'un procès pénal. Ça, c'est la première expertise, altération du discernement avec antisémitisme. La deuxième expertise penchait inversement, et cette deuxième expertise, c'est un point très important
à retenir, cette deuxième expertise a été sollicitée par la juge d'instruction elle-même. Le parquet n'en avait pas demandé suite à l'expertise faite par le docteur Zéguery. Nous, avocats des parties civiles, nous contentions très bien de cette expertise du docteur Zéguery parce que ça nous permettait d'aller aux assises. Et même l'avocat de Kobili Traoré, l'avocat de la défense, n'avait pas sollicité de nouvelle expertise. La juge d'instruction, elle, a décidé de sa propre initiative de désigner cette fois-ci un collège d'experts, c'est-à-dire 3 experts, et de leur soumettre ce dossier. Ces 3 experts, dont le représentant devant la chambre de l'instruction était le docteur Bensussan, ces 3 experts ont penché inversement au docteur Zéguery à une abolition du discernement, d'une part, et c'est important puisque qui dit discernement aboli dit irresponsabilité pénale et donc absence de procès criminel aux assises. Abolition du discernement avec une psychose chronique dont la bouffée délirante aiguë aurait été l'épisode inaugural, et un antisémitisme d'atmosphère. Et évidemment, tout de suite après cette deuxième expertise, une troisième a été sollicitée par la juge d'instruction. Elle nous a dit inutile de me le demander, je vais le faire moi-même. Et donc, elle a désigné un 3e collège d'experts qui, lui aussi, a penché un peu mollement pour une abolition du discernement, mais cette fois-ci sans psychose chronique et sans antisémitisme. Et donc, lorsque aujourd'hui on entend souvent dans les médias qui sont peu ou mal informés finalement que les expertises étaient unanimes, concordantes, que de toute façon il y avait 6 experts contre 1, 6 experts pour l'abolition contre 1 expert pour l'altération, donc les juges ont été obligés de suivre les experts et que de toute façon Kobili Traoré restera au moins 20 ans en hôpital psychiatrique, eh bien tous ces éléments sont faux. Sur l'unanimité et la concordance des expertises, je viens de vous en parler, les conclusions ne sont pas les mêmes, mais mieux que ça, lorsque les expertises ont été rendues et que les juges d'instruction ont terminé leur instruction, ont saisi la chambre de l'instruction qui est un niveau supérieur d'instruction qui appartient à la Cour d'appel de Paris, l'un des experts, le docteur Bensussan, a reconnu devant la chambre de l'instruction qu'il s'était trompé sur son diagnostic de maladie psychiatrique au long cours de Kobili Traoré. Il reconnaissait que celui-ci, puisque l'audience devant la chambre d'instruction s'est tenue en novembre 2019, donc 2 ans et demi après les faits, il reconnaissait que Kobili Traoré ne souffrait pas d'une maladie psychiatrique au long cours. Et pour autant, cela ne l'a pas empêché de confirmer ses conclusions comme si cela n'avait aucun impact. Lors de cette même audience, un des experts du 3e collège d'experts est venu reconnaître que pendant la bouffée délirante aiguë, puisque ce que l'on nous a expliqué, c'est que Kobili Traoré avait subi une bouffée délirante aiguë, c'est-à-dire un épisode d'absence, de modification de la conscience tellement fort qu'il en a résulté pour les 2 collèges d'experts l'abolition du discernement. Sauf que dans le 3e collège d'experts, un des experts nous dit que pendant sa bouffée délirante aiguë, il était parfaitement possible que M. Traoré ait eu des pics de conscience. Mais alors, s'il a des pics de conscience, ça veut dire que son discernement n'est pas aboli, qu'au mieux, il est altéré, puisqu'il a conscience de ce qu'il fait. Et pour autant, la chambre de l'instruction ne s'était pas saisie de cet élément pour pencher en faveur d'une altération du discernement de M. Traoré. La chambre de l'instruction, et ça c'est à notre sens parfaitement incompréhensible, la chambre de l'instruction a affirmé qu'il n'existait pas de doute sur l'existence chez Kobili Traoré au moment des faits d'une abolition du discernement. Or, il existe évidemment un doute, puisque un des experts, et pas le moindre, le docteur Zéguery, qui a fait des milliers d'exercices psychiatriques, lui a conclu en faveur d'une altération. Et pendant
l'audience devant la chambre de l'instruction, les experts eux-mêmes, qui avaient pourtant conclu à l'abolition du discernement, ont nuancé leurs propos, à tel point que, plusieurs semaines après la décision de la chambre de l'instruction, un des experts du 3e collège expert, le docteur Coutenceau, a été interviewé dans l'Express, c'est en janvier ou février 2020, et a dit qu'au final, on pouvait défendre les deux conclusions, c'était un choix d'interprétation subjective, plus qu'une question psychiatrique, c'était un choix de société. Donc en fait, il venait nous dire, et c'est dommage parce que ça venait un peu tard, quelques semaines après la décision rendue par la chambre de l'instruction, qui avait conclu à l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, le docteur Coutenceau est venu nous dire qu'au final, il aurait pu dire le contraire de ce qu'il a dit dans son expertise. Et là, on n'est plus du tout dans un rapport de 6 experts contre un expert. Ça, c'est pour l'unanimité et la concordance des expertises qui n'existaient pas en réalité. Le deuxième point, c'est que, en tout état de cause, les magistrats ne sont pas liés par des expertises. Les magistrats peuvent eux-mêmes, faire preuve de bon sens. Et lorsqu'on vient leur donner des éléments de preuve ou un faisceau d'indices de conscience de Kobili Traoré, eh bien, ils peuvent s'en saisir pour dire qu'au final, en dépit des deux expertises tendant à l'abolition du discernement, ils décident de renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises. Et ça s'est passé dans un autre dossier dont on a beaucoup parlé aussi, devant la chambre de l'instruction de Versailles, un dossier à peu près similaire avec consommation de stupéfiants. Et deux expertises en faveur d'une abolition, une expertise en faveur d'une altération. Et la chambre de l'instruction a décidé de renvoyer devant la cour d'assises parce qu'elle n'était pas tenue par les expertises psychiatriques. On nous dit, pour justifier l'abolition du discernement, que le cannabis est tellement banalisé. Monsieur Traoré était un jeune déscolarisé. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que le cannabis crée chez lui une bouffée délirante aiguë et un passage à l'acte comme celui-ci. Et on a un problème en réalité, parce que Kobili Traoré fumait depuis l'âge de 14 ans, plusieurs joints par jour, jusqu'à 15 joints par jour. Il avait expérimenté de la paranoïa, des accès de colère, des crises de rage incontrôlées, tout ça c'est dans le dossier. Et on vient nous dire qu'il ne pouvait pas savoir à quel point le cannabis allait modifier son état de conscience. Mais lorsque l'on fume du cannabis, on le fait pour cela, pour modifier son état de conscience. Et donc, il est pour nous, avocats des parties civiles, incompréhensible qu'on vienne nous dire que finalement, fumer du cannabis, en sachant les effets, puisque Kobili Traoré connaissait les effets du cannabis sur son psychisme, pour avoir fumé tout ce qu'il avait fumé depuis 13 ans au moment des faits. Kobili Traoré ayant expérimenté ces crises de rage incontrôlées, il savait que le cannabis pouvait le mettre dans un état de confiance tellement modifié qu'il pouvait soit se mettre en danger, soit mettre en danger les autres. Et c'est d'ailleurs, et on en a énormément parlé dans toutes nos interviews, toutes nos interventions, Kobili Traoré, lorsque l'on prend des drogues, lorsque l'on prend de l'alcool, l'on sait que cet alcool et ces drogues vont modifier notre discernement, altérer notre conscience. C'est une circonstance aggravante dans beaucoup d'infractions. Et la consommation de drogue en tant que telle est une infraction autonome. Et donc on passe de circonstances aggravantes lorsque l'on commet une infraction sous drogue ou sous alcool, à une circonstance qui n'est pas atténuante, qui est une cause d'irresponsabilité pénale lorsqu'on en fume tellement, qu'on se met dans un état tel que le discernement est aboli. Et enfin, et je laisserai Muriel développer les points de conscience que nous avons soumis au juge d'instruction et à la chambre de l'instruction pour leur montrer à quel point ils avaient la possibilité de juger différemment. On nous dit enfin que Kobili Traoré va de toute façon passer les 20 prochaines années de sa vie
en UMD, unité pour malades difficiles dans un hôpital psychiatrique, eh bien c'est faux. C'est faux parce que l'on sait aujourd'hui que Kobili Traoré n'est déjà plus en unité pour malades difficiles, il est en hôpital psychiatrique, mais un hôpital psychiatrique, disons, l'hôpital géographiquement le plus proche de chez lui, et pas un hôpital psychiatrique spécialisé, et on le sait tellement que lors de cette audience, déjà devant la chambre de l'instruction, Kobili Traoré bénéficiait d'une fenêtre thérapeutique. C'est-à-dire que son traitement thérapeutique, son traitement médicamenteux avait été abaissé puisqu'il se sentait mieux, bien, et on estimait déjà à l'époque qu'il n'avait pas besoin d'être soumis à une camisole chimique et à des médicaments parce qu'il ne représentait déjà plus un danger au point de l'entraver physiquement ou psychiquement. Et ça, c'est un élément qui aurait dû, qui devrait faire réagir. Et donc, on sait aujourd'hui que Kobili Traoré ne souffre d'aucune maladie psychiatrique au long cours. C'est un des points, c'est le seul point avec l'existence d'une bouffée délirante aiguë qui a mis d'accord tous les experts, sauf le docteur Bensussan, qui, à nouveau, il y a très peu de temps, dans le magazine Marianne, puis dans une tribune du Monde avec les experts du 3e collège, sauf un, est venu dire que, selon lui, Kobili Traoré resterait entravé pendant très longtemps, puisqu'il avait développé, en tout cas ce qu'il en savait aller dans ce sens, une maladie psychiatrique au long cours. Donc il a à nouveau changé d'avis. On ne sait pas comment il l'a su, on ne sait pas pourquoi il le sait, puisque en tant qu'expert judiciaire, il expertise Kobili Traoré, mais il n'a pas vocation à le revoir. Et donc depuis ces expertises qui ont eu lieu en 2018, le docteur Bensussan, pas plus que les autres experts d'ailleurs, n'avaient vocation à revoir Kobili Traoré et ne peuvent pas savoir aujourd'hui comment il est, dans quel état il se sent. Et les informations que nous avons, c'est qu'il n'est plus en unité pour malades difficiles. Donc voilà pour la façon dont cette instruction s'est déroulée et puis les expertises psychiatriques. Nous avions soulevé, en appui de ces contradictions et de ces incohérences, des éléments de conscience que Muriel va vous développer à présent et qui auraient dû convaincre les juges d'instruction, mais aussi les juges de la chambre de l'instruction, de renvoyer M. Traoré aux assises. Muriel, je te laisse la parole. Il faut que tu remettes ton micro. On t'entend. Voilà, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, en fait, Woody vous l'a indiqué, il y a eu des points, des éléments de conscience qui ont été soulevés devant la chambre de l'instruction, avec lesquels nous étions déjà entretenus avec la juge d'instruction au préalable. Évidemment, nous avions finalement trouvé une fin de non-recevoir à toutes nos explications et à toutes nos velléités de comprendre et de faire éclore la vérité dans ce dossier. Donc, nous nous retrouvons devant la chambre de l'instruction. Au moment où nous plaidons la reconstitution, nous venons expliquer très précisément pourquoi nous considérons que certains éléments du dossier attestent de la conscience et de l'état de discernement de Kobili Traoré avant les faits, pendant les faits et après les faits. Alors, avant les faits, juste avant les faits, il faut remonter un petit peu et regarder la journée qui précède. La journée qui précède le passage à l'acte criminel. On connaît l'emploi du temps de Kobili Traoré et on a pu le retrouver et lui ne s'en est pas caché non plus. On sait qu'il a passé toute la journée à la mosquée. On sait qu'il s'est rendu justement chez la famille Diarra, les voisins amis, et qu'il y a passé un moment. On sait qu'on lui a confié ses neveux et ses nièces. On sait qu'il les a gardés. On sait qu'en sortant de la mosquée, il a été se restaurer dans une sandwicherie, sans doute un grec ou un kebab, et que là, il a échangé avec des personnes et qu'il a consommé de la nourriture sur place, et puis qu'ensuite, il est rentré avec ses amis. Donc, on a connaissance de toute cette journée-là, et sur cette journée-là, on n'a évidemment pas d'investigation à la mosquée pour savoir comment est-ce qu'il s'est comporté. On sait qu'il a rencontré une personne qui l'a aspergé d'eau et qui lui a fait réciter des sourates, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Nous y voyons un rite de préparation à un acte terroriste, mais nous n'en saurons pas plus puisque la magistrate n'aura pas souhaité non plus investiguer dans cette direction.
Mais toutes ces personnes qui ont croisé finalement Kobili Traoré dans la journée n'ont pas été interpellées par un état de santé problématique. Alors, nous disons que lorsque Kobili Traoré arrive en pleine nuit chez les Diarra, il est conscient. Il est conscient. Et lorsqu'il arrive chez les Diarra et qu'il ouvre et qu'il se présente, il sait exactement où il arrive. Il sonne à la porte des Diarra et il se présente en disant « c'est Kobili, ouvre la porte ». Donc il est dans un état de conscience, il repère la famille amie qui est la famille Diarra et il ne se livre à aucune violence à leur encontre. Pas un des membres de cette famille n'est blessé, n'est même molesté par Kobili Traoré. Donc il a suffisamment de discernement finalement et suffisamment de conscience, un, pour savoir où il se rend, deux, pour ne pas s'en prendre à ses amis de toujours, qui sont d'ailleurs issus et en provenance du même village que lui au Mali. Et là aussi, ça signe une capacité à discerner, c'est-à-dire qu'on vient nous décrire quelqu'un qui serait dans une bouffée aiguë délirante et qui aurait perdu toute notion, toute distinction entre le bien, le mal et qui ne saurait plus rien et qui n'aurait plus aucun repère, mais enfin, il a tout de même suffisamment de repères pour, un, se rendre chez des voisins amis, deux, se présenter, et trois, ne pas les violenter. Alors, ensuite, se pose l'autre question, c'est s'il est si altéré, si aboli que ça, et justement pas altéré, mais totalement aboli, s'il n'a plus de discernement, comment, en étant dans la maison, dans l'appartement de la famille Diarra, comment a-t-il suffisamment de conscience pour se rappeler que le balcon qui jouxte le balcon de la famille Diarra est bien celui de Sarah Halimi? Là aussi, c'est un point d'interrogation très important. Et nous pensons, nous, que justement, il a suffisamment de conscience pour se rappeler qu'il peut passer d'un balcon à l'autre et accéder ainsi chez Sarah Halimi. Je tiens aussi à préciser qu'il est 4 heures du matin et qu'on est dans la nuit noire la plus complète. Et que lorsque Kobili Traoré sera interrogé, il dira qu'il a vu que la porte-fenêtre de chez Sarah Halimi était ouverte. Sauf qu'à 4h30 du matin, en plein mois d'avril, cette année-là, il fait sombre et la cour n'est pas éclairée. La nuit, la cour n'est pas éclairée. Donc, il ne peut pas avoir de vision de la porte-fenêtre de Sarah Halimi. Donc, il a conscience que la porte-fenêtre est ouverte. Nous y voyons une préméditation parce que nous nous disons que la veille, en étant justement passé voir cette famille, en étant venu chez eux, il a été sur le balcon et il a observé que la porte-fenêtre était bien ouverte. Et donc, il lui reste suffisamment de conscience le lendemain lorsqu'il commet son acte pour se rappeler que cette porte-fenêtre est ouverte et pour se rendre chez Sarah Halimi par ce biais-là. Alors, il sait aussi, pendant les violences, certaines choses. Il est capable, 4 mois après les faits, lorsqu'il est entendu pour la première fois en juillet 2017 par la magistrate, il est capable très précisément de décrire exactement ce qu'il a fait. Il n'a rien oublié et aucun élément n'est sorti de sa tête. Donc, il indique très précisément le déroulé des faits chez Sarah Halimi ce soir-là. Il se rappelle qu'il a dit à Sarah Halimi d'appeler la police, il se rappelle qu'elle s'est réveillée, il se rappelle lui avoir arraché le téléphone, lui avoir tapé la tête avec le combiné, il se souvient des violences qu'il lui a infligées, il se souvient l'avoir défenestré, et puis il se rappelle surtout la présence d'un chandelier et d'une Torah, comme il dit. Et en pleine nuit, puisque nous sommes en pleine nuit, encore une fois, on est au mois d'avril et c'est à 4 heures du matin, donc c'est nuit noire, y compris chez Sarah Halimi, il est en mesure, à ce moment-là, de détecter la présence d'un chandelier et la présence d'un livre qui a des écritures hébraïques qu'il appelle une Torah, mais qui doit être le livre de prière de Sarah. Alors, en pleine nuit, il est capable, finalement, d'avoir suffisamment de conscience pour repérer tous ces éléments-là, mais il n'aurait pas assez de conscience pour savoir ce qu'il est en train de faire. Là aussi, cet élément a été largement plaidé. Alors, se passe ensuite la scène où Kobili Traoré va défenestrer Sarah Halimi, et les propos qu'il tient à ce moment-là, qui nous sont relatés par l'un des témoins qui habite dans l'immeuble juste en face, indiquent que Kobili Traoré est tout à fait conscient de ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un lui dit « lâche Sarah Halimi », lâchez-la en fait, pas lâche Sarah Halimi, mais arrêtez ou j'appelle les flics, et Kobili Traoré va relâcher effectivement Sarah Halimi. Il va se retourner et indiquer à la voisine « oui, appelle les flics ». Donc il a cette conscience suffisante pour comprendre qu'on l'invective à ce moment-là, il sait la réponse à y apporter, et là aussi c'est un élément de conscience, nous,
que nous voyons de manière très claire, très très claire. À ce moment-là, Kobili Traoré, pour nous, c'est ce qu'il est en train de faire et il est capable d'interagir avec des voisins qui lui parlent. Alors ensuite, une fois qu'il a défenestré Sarah Halimi, il va s'entretenir avec les policiers qui investissent la cour et il va indiquer qu'une femme vient de se suicider. Alors pourquoi est-ce qu'il indique qu'une femme vient de se suicider? Eh bien parce qu'en fait, il est déjà en train de préparer sa défense. Il est déjà dans l'après. Il sait que la police est là, il les voit, ils sont visibles, ils sont dans la cour et ils sont nombreux. Il prend conscience qu'effectivement, il va être interpellé et donc il se prémunit par rapport à cela et il indique qu'une femme vient de se suicider. Alors, que devons-nous faire de cet élément de conscience-là qui fait que Kobili Traoré, à cet instant précis, est capable d'anticiper une défense, aussi petite, aussi minable soit-elle, c'est tout de même une ébauche de défense et c'est tout de même une réflexion qu'il a. Comment finalement concilier l'abolition totale de discernement et cette capacité à démarrer une ébauche de défense? Alors nous ne croyons évidemment pas que l'anticipation pénale faite par Kobili Traoré est compatible avec une abolition totale du discernement. Nous sommes convaincus et nous l'avons plaidé haut et fort devant la Chambre de l'instruction au moment où Kobili Traoré évoque la possibilité d'un suicide de Sarah Halimi. Il vient apporter la preuve qu'il est capable d'anticiper sa responsabilité pénale, car il a la conscience qu'il a fait quelque chose de grave, de très grave, et qu'il n'a donc pas perdu tout ancrage dans la réalité à ce moment-là. Bien au contraire, il se projette d'ores et déjà dans le procès à venir. Et Kobili Traoré sait de quoi il parle. Il a déjà été condamné 22 fois au préalable. C'est quelqu'un qui connaît très bien les rouages de la justice, et malgré son jeune âge, 27 ans au moment des faits, Kobili Traoré est déjà passé à 22 reprises devant une juridiction pour y être condamné. Alors évidemment que pour nous, cela ne fait aucun doute. Il a une conscience aiguë de la réalité de la situation, il a une conscience aiguë de sa gravité et il a une conscience aiguë de la nécessité de vite, très vite, préparer sa défense pénale. Enfin, que se passe-t-il avec cette tentative de négociation que l'on découvre en étudiant le dossier? On se rend compte que des enquêteurs, des officiers de police sur place vont mentionner le fait qu'il va y avoir une tentative de négociation avec Kobili Traoré. Mais de cette tentative de négociation, nous n'aurons aucun procès-verbal. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-il possible finalement que ces enquêteurs se livrent au moment où ils sont sur place à une tentative de négociation avec Kobili Traoré et que nous n'ayons pas, nous, la trace d'un procès-verbal relatant cet échange? Alors bien sûr, que si Kobili Traoré a été en mesure d'échanger avec des officiers de police présents sur place et qu'il a été en mesure de répondre à des questions posées par les enquêteurs, que cela nous intéresse, parce que là aussi, cela signera une conscience ou des éléments de conscience qui permettront à une juridiction de juger Kobili Traoré. Enfin, autre élément, nous apprenons en étudiant le dossier que Kobili Traoré aurait échangé au moment des faits avec sa mère. Et c'est un enquêteur, un officier de police sur place qui le dit, c'est mentionné. C'est mentionné, on sait que Kobili Traoré a parlé, a été en communication avec sa mère. Qu'est-ce qui s'est dit? Et encore une fois, pourquoi nous n'avons pas trace de cet échange de conversation et pourquoi cela n'est pas évoqué ensuite dans la procédure? Et puis enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention, Kobili Traoré a été particulièrement calme. Il n'a opposé aucune résistance lors de son interpellation. Que faut-il comprendre finalement de cette scène de crime dont on nous dit que Kobili Traoré aurait perdu tout ancrage dans la réalité? Que faut-il comprendre finalement de cette personne qui vient chez la seule femme juive orthodoxe de cet immeuble, la réveiller dans son sommeil, la massacrer au cri d'Allahu Akbar, ressortir de là, se livrer à des ablutions, utiliser la serviette qu'il avait emmenée avec lui pour en faire un tapis de prière?
Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie dans ce dossier? Et qu'est-ce que cela signifie finalement que ces magistrats n'aient pas souhaité en savoir plus? Qui s'est véritablement posé la question de la piste terroriste dans cette affaire? Qui a pu considérer à un moment donné que le crime dont Sarah Halimi a été victime était un crime terroriste? Nous l'avons soulevé, nous l'avons plaidé, nous l'avons indiqué, nous avons produit la traduction de la sourate et l'exégèse de 90 pages qui l'accompagnent. La sourate qui a été prononcée par Kobili Traoré au moment où il a mis à mort Sarah Halimi et qui a été entendue par les témoins, et notamment par une témoin musulmane qui a expliqué qu'elle reconnaissait la sourate Al-Fatiha. Que s'est-il passé pour que les magistrats ne souhaitent pas, finalement, regarder ce crime pour ce qu'il était, un crime antisémite commis selon des rites terroristes? Que s'est-il passé, finalement, dans notre justice pour que des magistrats viennent confirmer la position d'une juge d'instruction qui ne souhaitait pas enquêter, qui ne souhaitait pas connaître la vérité de ce dossier? Et que s'est-il passé finalement pour que cette décision rendue sur l'irresponsabilité pénale soit confirmée par la Cour de cassation, par les 12 magistrats qui ont siégé lors de l'audience solennelle auprès de la Cour de cassation? Alors aujourd'hui, la question nous est régulièrement posée de savoir si nous considérons que la justice française serait teintée, serait une justice antisémite. Notre réponse est systématiquement la même. Nous ne considérons pas que la justice française est une justice antisémite, mais nous considérons que l'antisémitisme frappe partout dans le monde, mais également dans toutes les couches de la société, et qu'il y a une difficulté dans les affaires à caractère antisémite que nous ne pouvons pas nier, car comme je vous le disais en introduction, nous sommes aussi les avocats de l'Organisation juive européenne, et à ce titre, nous connaissons à peu près 80 dossiers d'antisémitisme chaque mois, et ce depuis 7 ans. Donc nous savons que dans les affaires teintées d'antisémitisme, nous avons la plus grande difficulté devant les juridictions françaises à faire reconnaître les affaires d'antisémitisme pour ce qu'elles sont. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que nous ne considérons pas que tous les magistrats dans cette affaire sont des magistrats qui auraient pu être des magistrats antisémites. Bien au contraire. Nous venons dire qu'il y a peut-être un antisémitisme latent qui est là, qui est dans le dossier de manière assez floue, mais que, confirmé par 3 magistrats devant la Chambre de l'instruction, puis confirmé enfin par 12 magistrats à la Cour de cassation, au-delà de l'antisémitisme que nous pouvons y voir, il y a aussi le problème du corporatisme et de la difficulté pour certains magistrats à déjuger leurs pairs. Et au-delà, vient se surajouter une 3e explication aussi possible, l'intervention du gouvernement dans cette affaire, qui, comme on le sait, a crispé certains des magistrats et qui, comme on le sait, continue à crisper dans les autres affaires, en dehors des affaires teintées d'antisémitisme. Lorsque le gouvernement se mêle des affaires politico-financières, on sait qu'il y a véritablement une tension entre le gouvernement et nos magistrats. Voilà un petit peu ce qui peut expliquer la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors reste à savoir ce que nous avons, nous, comme possibilité pour faire en sorte que la justice soit rendue à Sarah Halimi. Il a été évoqué un texte de loi dont vous avez certainement dû tous entendre parler. Ce texte de loi n'aura pas vocation à s'appliquer pour l'affaire Sarah Halimi. Un texte de loi en matière pénale ne rétroagit jamais, sauf si la loi pénale qui intervient est une loi dite plus douce, ce qui n'est pas le cas. Donc, le projet de loi tel qu'il est en ce moment à l'étude, s'il aboutit un jour, puisque c'est un projet de loi qui revient depuis une vingtaine d'années de manière régulière et qu'en fonction des gouvernements, ce sont des va-et-vient, donc rien n'est moins sûr que l'adoption de ce projet dans les prochains mois ou les prochaines années, ce projet de loi ne concerne pas l'affaire Sarah Halimi. Il est question également de donner le nom de Sarah Halimi à l'une des rues dans Paris. La famille de Sarah Halimi, pour l'instant, n'y est pas favorable. Ce que souhaite la famille de Sarah Halimi, c'est qu'une décision de justice intervienne. Et avant cette décision de justice, elle souhaite un procès. Parce qu'encore une fois, nous le rappelons, nous n'avons jamais souhaité une condamnation ab initio sans que Kobili Traoré puisse profiter d'un procès. Ce que nous souhaitions, et ce que nous souhaitons toujours, c'est le renvoi de Kobili Traoré devant une cour d'assises avec des magistrats professionnels et un jury populaire qui pourra, lui, juger en dehors de toute pression politique ou en dehors de toute pression corporatiste. C'est cela que nous demandons.
Et pour ce faire, nous travaillons d'arrache-pied avec mon confrère Audi Bloch et mes confrères de l'Organisation juive européenne à ce que le procès en France soit réouvert de Sarah Halimi. Et donc, nous récupérons des éléments dits nouveaux, c'est-à-dire des éléments qui n'auraient pas été soumis à l'appréciation des juges dans ce dossier. Donc, véritablement des témoignages ou des éléments nouveaux que nous récoltons depuis l'appel à manifester qui s'est formidablement déroulé le 25 avril dernier en France et partout ailleurs dans le monde, et y compris à Netanya. Nous récupérons ces informations, nous les traitons, et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous déposerons donc une demande de réouverture du procès de Sarah Halimi. Mais nous souhaitons que ce soit dans un premier temps la justice française qui rende une décision et qui offre à la famille de Sarah Halimi un procès en France. Nous rappelons que Sarah Halimi était une citoyenne française, que toute sa vie, Sarah Halimi a donné à la France, pour les enfants dont elle s'est occupée, dans la crèche qu'elle dirigeait en tant que médecin, pour les personnes qui ont croisé son chemin, et que Sarah Halimi, elle, a honoré chacune des obligations de son pacte social, et que le droit à la justice est l'un des piliers fondamentaux de ce pacte social, et qu'en refusant ce droit à Sarah Halimi, on vient fouler aux pieds le pacte républicain. Et c'est pour cela que nous considérons que c'est en France, et en France avant tout, que la justice doit être rendue à Sarah Halimi. On dit, si tu veux compléter peut-être mon propos. Et je veux juste terminer sur quelques précisions. On va laisser Audi rajouter encore quelques éléments. Et puis ensuite, on essaiera de réagir à cet exposé absolument bouleversant. Je vous en prie, Audi. Très rapidement. Merci, Claude. Très rapidement, je vais dire que tant la Chambre de l'instruction que la Cour de cassation nous ont laissé, nous, avocats, très perplexes quant aux incohérences qui se dégagent des décisions. Comment concilier la circonstance aggravante d'antisémitisme, c'est-à-dire la volonté d'aller frapper, de cibler une personne parce qu'elle est juive, et au cas particulier de la torturer pendant 20 minutes avant de la défenestrer, parce qu'elle est juive, parce que l'on sait qu'elle est juive, parce que l'on a conscience qu'elle est juive, et l'abolition du discernement qui est l'absence totale de conscience. Comment concilier le fait que la Chambre de l'instruction ait reconnu Kobili Traoré coupable d'homicide volontaire, c'est-à-dire d'avoir tué Sarah Halimi avec la volonté de la tuer, donc la conscience de la tuer, et néanmoins l'abolition du discernement, c'est-à-dire l'absence de toute conscience. Donc on a là une contradiction de motifs, comme on dit en droit. La Cour de cassation aurait pu s'en saisir pour casser la décision de la Chambre de l'instruction, et ça aurait permis peut-être d'avoir un procès devant une cour d'assises, et comme Muriel l'a dit, ce procès nous aurait permis d'avoir toutes les réponses aux questions que nous avons posées pendant ces instructions, auxquelles nous n'avons eu aucune réponse. Cela nous aurait permis d'avoir un éclairage, pas nécessairement d'avoir la condamnation de Kobili Traoré pour cet homicide volontaire avec la circonstance aggravante d'antisémitisme, parce que ce que nous voulons, c'est comprendre, et ce que veut la famille de Sarah Halimi, c'est comprendre. Et nous estimons qu'il y avait suffisamment d'éléments de conscience pour que Kobili Traoré soit renvoyé devant une cour d'assises et pour le condamner, puisque c'est pour ça que nous nous battons depuis 20 ans, mais avant tout, nous voulions un procès pour pouvoir comprendre. Aujourd'hui, que se passe-t-il avec Kobili Traoré ? Eh bien, on nous dit quoi ? On nous dit qu'il est trop fou pour aller en prison, puisqu'il avait une bouffée délirante aiguë ayant aboli son discernement au moment des faits, mais pas assez fou pour être enfermé en hôpital psychiatrique, puisqu'on nous dit qu'aujourd'hui, il ne souffre de rien. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il ne va pas rester indéfiniment en hôpital psychiatrique, puisque autant nous en France et dans de nombreux pays dans le monde, on ne juge pas les fous et nous ne souhaitons pas qu'on juge les fous, autant on n'interne pas psychiatriquement des saints d'esprit non plus. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, il va sortir. Il va sortir comme ça s'est passé dans l'affaire Sébastien Selam, qui a en quelque sorte inauguré ces grands crimes antisémites qui se sont déroulés en France depuis le début des années 2000. Sébastien Selam avait été assassiné par son ami d'enfance, musulman, qu'il a assassiné de façon parfaitement abjecte, qui a crié après l'avoir tué qu'il irait au paradis parce qu'il avait tué un juif. Il a été reconnu
comme irresponsable pénal parce que son discernement était aboli, sauf que quelques années plus tard, et c'est pas très long, il est sorti de son hospitalisation. Et il y a d'autres dossiers comme ça, où un jeune homme avait été interné pendant 3 ans dans un hôpital psychiatrique avec irresponsabilité pénale après avoir tué sa mère, et quand il en est sorti, 6 mois après, il a tué son père et sa grand-mère. Et nous, c'est une question que nous posons, nous, avocats des parties civiles. D'abord, comment expliquer ça à notre client, la famille de Sarah Halimi et William Attal au cas particulier, ce qui est suffisamment compliqué comme ça. Mais qu'allons-nous lui dire? Qu'est-ce que l'État va dire lorsque Kobili Traoré va ressortir? Parce qu'il va ressortir, et c'est une évidence. Et que va-t-il se passer s'il refume du cannabis, qu'il a une nouvelle bouffée délirante aiguë et qu'il retue quelqu'un? Moi, je n'ai pas très envie aujourd'hui de croiser Kobili Traoré dans la rue. Et je pense que nous sommes nombreux à avoir cette crainte. Donc, Sarah Halimi a été torturée pendant 20 minutes, odieusement assassinée par Kobili Traoré. Nous pensons qu'il s'agit d'un assassinat, c'est-à-dire d'un crime avec préméditation. Nous nous battons pour que cela soit reconnu. Et nous n'allons pas nous arrêter après cette décision de la Cour de cassation. Nous allons explorer toutes les voies de droit, comme Muriel l'a dit, d'abord et avant tout en France, parce que Sarah Halimi était française, qu'elle aimait ce pays et qu'elle a donné toute sa vie en tant que médecin puis directrice de crèche, sans aucune distinction pour les enfants qui venaient à elle. Elle a donné toute sa vie à aider les autres. Et pour cela, il est indispensable que nous continuions à nous battre pour savoir ce qui s'est passé et, in fine, obtenir une condamnation, parce que nous pensons qu'il y a matière à condamnation. Voilà. Alors, cher Muriel, cher Audi, merci 1000 fois de ce témoignage d'expert absolument bouleversant et qui est très inquiétant, parce que nous aussi, nous aimons la France, nous aussi, nous croyons dans la démocratie, dans la République, et dans une République de droit. Et ce que vous nous décrivez depuis un peu plus d'une heure, là, c'est une incohérence inacceptable dans son injustice, et c'est très inquiétant. Alors, je sais que le président Macron et que son garde des Sceaux ont saisi cette émotion, qui n'est pas seulement d'ailleurs dans le territoire français, mais qui va très au-delà, puisqu'il y a eu énormément de groupes dans le monde qui ont été interpellés par cette affaire, qui à mes yeux est un fait historique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'importance d'un cas comme Dreyfus ou comme d'autres de ce genre, parce que je crois qu'il s'agit véritablement aujourd'hui d'un enjeu humanitaire, de justice, de droit. Imaginez que demain, tout un chacun soit défini comme ayant des bouffées délirantes et puisse assassiner un conjoint, une mère, un père, un voisin, et qu'on arrive dans cette espèce de magma ahurissant d'injustice totale et de non-respect du droit élémentaire, d'avoir au moins un procès, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Audi, je suis assez d'accord avec vous, le procès lui-même, même si la conclusion eût été celle-ci ou une autre, nous aurait permis véritablement d'avoir au moins de rendre justice à cette victime. Alors je voudrais vous remercier infiniment, vous souhaiter le plus d'énergie possible, avec tout le soutien de vos amis ici et dans le monde, pour faire en sorte que vous nous rendiez cette justice-là, profondément française, profondément démocratique, profondément républicaine, auquel cette femme française, Sarah Halimi, avait droit. Et pour la famille, et pour nous tous, c'est fondamental. Alors, il y a eu beaucoup de questions, on voulait des noms, du juge d'instruction, pourquoi, comment, etc., pour essayer de comprendre et de focaliser un petit peu notre rage et notre colère sur des gens d'une manière un peu plus précise, mais je ne pense pas que ce soit le sujet. Donc, on va rester dans un certain flou que vous nous avez proposé, parce que je pense que c'est vraiment le système qui est à remettre en cause et qui a des lacunes terribles. Mais il y a aussi quand même quelque chose de très interpellant dans cette espèce de refus, de traînage de pieds autour des restitutions non acceptées, de l'antisémitisme non reconnu, et puis cette accumulation d'experts qui vont
d'une manière un peu manipulative, dire des choses et son contraire, c'est quand même très inquiétant. C'est quand même très, très inquiétant. Je vais demander à notre ami Gérard Rabinovitch s'il est avec nous ce soir encore. Il est là. Michael, tu peux le faire monter. Voilà, Gérard, est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots avant que je reprenne la parole et que j'annonce la présence de notre ami Richard Malka sur un autre grand événement sur le choc Charlie. Nous sommes tous Charlie. On le verra le 13 juin et j'espère qu'il sera parmi nous, puisqu'on fait tout pour avoir une dérogation spéciale en espérant que le Covid en France soit un petit peu plus clément et qu'il pourra nous rejoindre. Cher Gérard, est-ce que tu voudrais un petit peu partager avec nous quelques réflexions et puis... D'abord, il y a la peine pour cette dame, Sarah Halimi, cette femme à laquelle sa vie paisible de retraitée a été volée et qui est morte, comme ça a été évoqué, dans l'effroi, la douleur, la solitude et l'abandon. Je veux dire, c'est déchirant en fait. C'est comme une métonymie d'une condition humaine. Ensuite, il y a tout l'enchaînement qui a été évoqué assez magistralement dans la clarté de la présentation par Muriel Waknin-Melki et puis Woody Block, de toutes ces contingences, ces formalismes procéduriers, ces négligences, ces biais, les savoirs de quoi il s'agissait, mais au résultat, ça ajoute à cette peine empathique celle d'une culpabilité à se trouver tous dépossédés de réaliser ce qui nous convoque, c'est-à-dire obtenir pour elle quelque chose comme une réparation. Moi, je ne suis pas un homme de droit. Sur ce domaine, je suis comme tout un chacun. Je suis à la fois assailli et taraudé de questions, tamponné d'impressions dont je ne suis pas capable d'évaluer la pertinence. Il semble en tout cas bien dans ce qui a été dit que c'est au moment de l'instruction que tout a mal démarré et qu'il semble bien que c'est là où ça s'est mal engagé et que tout ce qui s'en est suivi n'est que la conséquence de ça. Il semble bien aussi qu'il n'y a eu qu'un seul expert qui a été à peu près à la hauteur des nuances de sa mission, c'est-à-dire Daniel Zachary, qui a été évoqué et qui sait ce que les mots veulent dire et qui possède un recours lexical, en tout cas, dans lequel puiser et qui peut distinguer des nuances qui aident au travail de la justice entre altération et abolition. Parce qu'entre altération et abolition, eh bien, il y a cette différence qui était la possibilité d'aller jusqu'aux assises ou pas. Et puis, il y a autre chose. Je suis embarrassé par cette notion de plusieurs façons d'abolition du jugement. Parce que d'abord, d'autres plus compétents dans la clinique que moi, comme par exemple le psychanalyste Daniel Sibony ou le psychiatre Charles Melman, ont eux pointé, ils n'étaient pas dans l'affaire directement comme experts, mais ils ont pointé que d'ordinaire, le cannabis, c'est un désinhibiteur, ce n'est pas un abolisseur. Et qu'il y a là quelque chose qui les interloque dans un reversement de sens. C'est un désinhibiteur des surmois, de ce qui nous empêche en général de passer dans des actes de pulsion primaire. C'est quand même, il y a là quelque chose qui fait question. Et l'histoire médiévale de la région, quand même, nous porte en elle, il suffit de voir le livre de Bernard Lewis sur les assassins, quelque chose sur l'usage du cannabis pour être plus compétent dans la guerre et dans le meurtre. Bon, il existe aussi, mais ça c'est sous la réserve et peut-être c'est à vérifier et peut-être qu'il me démentirait, mais il semble qu'il existe aussi d'autres juridictions qui ne sont pas moins démocratiques que celles de la France et celles du droit français et qui procèdent différemment. Je crois, mais je mets ça au conditionnel quand même parce qu'il faut le vérifier, qu'en Italie, par exemple, l'usage du cannabis n'exonère en aucun cas d'une quelconque responsabilité. Et que dans le droit anglo-saxon, on ne reconnaît la folie que celle de l'inaptitude d'un prévenu à pouvoir suivre son procès, et que c'est le débat
le débat judiciaire qui fait trancher par un jury si le prévenu était en état de folie ou pas au moment de l'acte criminel. Alors ça, c'est les questions d'un homme ordinaire comme tout un chacun d'entre nous. Alors d'un autre côté, de l'endroit où je peux éventuellement m'autoriser à parler, à mettre mon grain de sel, celui de la philosophie politique et de l'éthique, j'observe quand même qu'il y a des enjeux éthiques en amont du droit qui sont de nature différente, qui sont interpellés là. Il y a l'éthique déontologique de la profession, il y a l'éthique des vertus, la capacité de distinguer le bien et le mal, et puis il y a l'éthique conséquentialiste qui est qu'on est responsable des actes et des conséquences de ces actes. Et qu'il y a un enjeu entre ces trois éthiques-là qui intervient dans cette affaire et qui mériterait d'être pensé. Et puis, il y a encore une dernière chose qui devrait faire aussi méditation, c'est que beaucoup des choses que le progrès, que le travail démocratique de 2 siècles a installées, qui vont vers l'humanisation de l'homme et de l'humanité de l'homme, dont le critère d'abolition du jugement pour ne pas mettre en prison des fous qui ne savent pas ce qu'ils font réellement, ce sont des progrès de l'humanité. Mais il y en a d'autres. La création de l'ONU, c'en était un. La création de l'UNESCO, c'en était un. La création de la Cour pénale internationale, c'en est aussi un. Or, nous voyons que tous ces instruments-là, qui sont des instruments formels, peuvent être détournés et retournés. Gérard, on va s'arrêter là, parce que je crois qu'on a partagé avec toi à la fois l'immense chagrin et la tension profonde qu'il y a entre toutes ces contradictions et tous ces paradoxes et toutes ces incohérences. Je voudrais infiniment remercier Muriel et Audi d'avoir eu véritablement plus que à cœur de nous faire partager au plus près les immenses difficultés auxquelles ils ont à faire face dans leur métier et dans leur passion, dans leur mission aussi, et qu'encore une fois, je leur souhaite vraiment toute l'énergie possible et qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous et qui espèrent et qui croient en vous pour faire en sorte que justice soit faite à un moment ou à un autre. Mille merci, vous êtes les bienvenus chez nous. Quand vous voulez, on sera très heureux de vous recevoir et que vous puissiez avoir des entretiens un peu plus intimes avec nos étudiants. Ce serait formidable. Et on va essayer de penser à tout ça. Je voudrais donner à tout le monde rendez-vous pour le 13 juin avec Maître Richard Malka sur l'affaire Charlie, bien sûr, sur le grand choc de Charlie. Je crois que ce sera également quelque chose d'extrêmement enrichissant qui va nous donner une autre partie de cette justice française qui se débat avec autant de difficultés, de problématiques dans cette ambiance de terreur et d'actes de terrorisme épouvantables. Donc, c'est important d'être ensemble. Et puis, l'année prochaine, ce sera un petit peu plus léger. On va faire un très beau cycle sur la créativité. On commencera avec un hommage à Gainsbourg. On continuera avec les mystères de la créativité par les plus grands scientifiques du cerveau, de Lionel Nakache à Daniel Zalcman. Je vous invite tous à être extrêmement fidèles, extrêmement proches. Je vous remercie infiniment, tous, d'avoir été là, ici et là-bas. On était à peu près 200-250 personnes connectées ce soir. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite à tout le monde. Bonsoir.